Alors bonjour à toutes et à tous, il est 11h05, on va pouvoir démarrer le webinaire. Donc déjà avant de démarrer, Gaëtan Cochard, où je représente ici donc, Axence Protection Sociale et Retraite. On accompagne notamment depuis maintenant 20 ans les clients d'Axence dans la construction de leur protection sociale, donc prévoyance, mutuelle, donc pour les chefs d'entreprise, profession libérale, et également dans leur partie retraite, c'est-à-dire préparation à la retraite, liquidation des droits à la retraite. Et donc, notamment, le webinaire d'aujourd'hui va tourner autour de cette thématique. On avait déjà animé un webinaire qui doit être disponible en replay sur la chaîne d'Axence, notamment, qui était une session de webinaire sur la retraite sur un plan très technique pour comprendre comment fonctionne la retraite, comment elle se constitue entre le régime de base, le régime complémentaire, à quel âge je peux partir, quel est le montant de retraite que je vais percevoir, combien ça se calcule, etc. Donc ça avait été animé lors d'un premier webinaire. L'idée de ce second webinaire sur la retraite est plutôt d'avoir une approche pratico-pratique, c'est-à-dire concrètement, tout au long de sa carrière, comment préparer et planifier sa retraite. Et on va parler ici notamment plutôt de régime obligatoire, c'est-à-dire régime de base, régime complémentaire de la retraite. On parlera dans d'autres webinaires, dans un autre webinaire, des régimes supplémentaires de retraite type Madelin, PER. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les régimes obligatoires et concrètement, quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour préparer au mieux et planifier au mieux sa retraite de manière très pratico-pratique. Et je vous illustrerai également les bilans retraite qu'on est capable de réaliser pour justement vous, les clients d'Axence, pour comprendre un petit peu quels peuvent être leurs intérêts et leurs valeurs ajoutées pour pouvoir se projeter un petit peu dans l'avenir et faire un état des lieux des droits acquis jusqu'ici. Donc justement, une des premières étapes à faire en fait pour préparer sa retraite, et celle-ci en fait il n'y a pas besoin d'être à 5 ans de la retraite pour faire, c'est vraiment un conseil, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de le faire tout au long de votre carrière. En fait, tout au long de votre carrière, il faut avoir le réflexe de faire un état des lieux de vos droits acquis jusqu'ici en termes de retraite. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire un état des lieux de ces droits acquis? C'est-à-dire vérifier si je n'ai pas dans mon relevé de carrière des périodes manquantes, par exemple le service militaire, des périodes de maladie, de maternité, de chômage ou même des périodes de salariat qui n'ont pas été enregistrées. Ça peut arriver. Ça peut être aussi également de vérifier donc si j'ai bien tous mes trimestres, c'est-à-dire si j'ai bien mes 4 trimestres par an, valider mes 4 trimestres par an, ou encore vérifier si j'ai bien le bon nombre de points Agirc-Arrco. Alors pour vérifier si on a le bon nombre de points sur la complémentaire, qui peut être complémentaire Agirc-Arrco comme je l'ai cité, qui est celle des salariés, mais qui peut être aussi la complémentaire des indépendants, ou quand on est médecin, la CARF, quand on est expert comptable, la CAVEC. Voilà. Donc faire un état des lieux de droits acquis, c'est ça en fait. C'est-à-dire concrètement, on va vérifier si on n'a pas des périodes à régulariser sur sa carrière. Donc vous connaissez votre carrière, donc sur le principe, pour vérifier s'il vous manque des périodes ou des trimestres, on est en capacité généralement de le faire. Là où ça va se complexifier, c'est plus pour vérifier justement si on a le bon nombre de points sur la complémentaire. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut être capable de comprendre comment se calcule le nombre de points, de recalculer son assiette de cotisation. Et donc, du coup, sur la base de cette assiette de cotisation, calculer le nombre de points auxquels on a droit en fonction de chaque période pendant laquelle on a travaillé. Et ça, ça nécessite de se replonger dans, quand on est salarié, ses bulletins de salaire, quand on est indépendant, les appels de cotisation de l'URSSAF. Et c'est souvent sur cette dimension-là où on peut trouver des erreurs et des anomalies au sein d'une carrière. Et on verra, c'est des anomalies qui ne sont pas anodines, parce que la complémentaire, pour pas mal de personnes, notamment pour les rémunérations les plus importantes, ça peut représenter une grosse partie de la retraite. C'est-à-dire le nombre de points qu'on a sur les complémentaires, ça représente quand même une grosse partie de la retraite. Donc, pour faire cet état des lieux des droits acquis, il vous faut des informations. Les informations qu'il vous faut, c'est notamment votre relevé de carrière. Et ici, vous avez en tout cas une possibilité qui est intéressante pour récupérer le relevé de carrière, parce que la problématique qu'on peut trouver, c'est les personnes qui ont eu plusieurs régimes de retraite, c'est-à-dire j'ai fait un peu de fonction publique, j'ai le Vercontec, j'ai été salarié, j'ai de l'Agirc-Arrco, j'ai été profession libérale, j'ai de la CIPAV, de la CARF, etc. Et bien en fait concrètement,
l'idéal est d'avoir un relevé de carrière, le relevé de carrière tout régime, c'est ce qu'on appelle le RIS. Et c'est en fait ce relevé de carrière-là sur lequel on ira lors du webinaire. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. C'est sur ce relevé de carrière que vous allez pouvoir retrouver tous vos régimes de retraite. C'est ce qu'on appelle vraiment le relevé de carrière tout régime. Et donc, ça va vous permettre de faire les vérifications si on peut retrouver des anomalies ou des erreurs au niveau de votre carrière. Pareil, dans les anomalies qu'on retrouve, je l'ai écrit ici, dans les anomalies qu'on corrige souvent sur les relevés de carrière, ça va être notamment les points sur la complémentaire qui ne sont pas crédités pour des périodes de maternité, maladie, chômage, par exemple. Ça, c'est important de s'arrêter là-dessus parce qu'en fait, ces périodes de maternité, maladie, chômage, vous ne payez pas de cotisation sociale durant ces périodes. Donc, en fait, vous n'avez pas, et on va refaire un petit focus dessus, vous n'avez pas de trimestre pour ces périodes-là réellement cotisé, c'est-à-dire il n'y a pas eu de cotisation retraite effectivement prélevée sur votre revenu pour le comptabiliser comme un trimestre cotisé. Néanmoins, ces périodes vous permettent quand même en fait de valider des trimestres. On parle ici de trimestres assimilés. Et en fait, quand on parle de trimestres assimilés, on va venir loger dans les trimestres assimilés justement vos périodes de service militaire, maternité, maladie, invalidité, chômage. Ces trimestres-là, souvent, vous allez les voir dans le relevé de carrière. En fait, ils ne sont pas manquants. Néanmoins, les erreurs qu'on va retrouver, c'est qu'en fait, ces périodes, notamment de chômage, de maternité, de maladie, vu qu'on ne paye pas de cotisation sociale, et bien souvent, on n'a pas les points crédités sur la complémentaire par rapport à ces périodes. Néanmoins, les régimes de retraite comme la GER-CARCO, par exemple, régime salarié, prévoit des points gratuits sur la base du salaire de référence de l'assuré, prévoit l'attribution de points gratuits pour ces périodes-là. Et donc là, il y a une démarche à faire. En fait, c'est d'être en capacité de retrouver vos justificatifs de versement d'indemnité journalière, vos justificatifs de versement attestation acédique, chômage, l'adresser à la GER-CARCO, qui va vous permettre de vous rajouter des points dans votre stock de points concernant le régime complémentaire. Ça, c'est souvent des correctifs qu'on est amené à réaliser sur les carrières. C'est l'ajout de points sur la complémentaire pour ces périodes de trimestres assimilés. Je m'arrête un petit peu ici aussi pour vous refaire un petit focus sur la différence entre trimestres cotisés et trimestres assimilés. Comme je vous l'ai dit, en fait, les trimestres validés, donc ça on en reparlera tout à l'heure, c'est important la notion de trimestre validé parce qu'en fait, durant sa carrière, on a une durée de cotisation à obtenir si on veut prétendre à une retraite à taux plein, c'est-à-dire prétendre à une retraite dans les meilleures conditions. Et donc, ce qu'on va venir regarder, c'est le nombre de trimestres validés. Pour les générations qui sont nées après l'année 1968, la réforme des retraites prévoit du coup une durée de cotisation qui va être désormais de 172 trimestres, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir 172 trimestres validés pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. La petite subtilité que peu de personnes ont en tête, c'est qu'on ne valide pas des trimestres, on ne cotise pas des trimestres sur la base d'une période travaillée. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut cotiser, on ne peut valider que 4 trimestres par an et il n'est pas nécessaire de travailler du 1er janvier jusqu'au 31 décembre pour valider 4 trimestres. En fait, pour valider 4 trimestres, il est nécessaire de toucher un minimum de rémunération. Je vous l'ai remis ici. C'est-à-dire que, par exemple, en 2025, pour valider un trimestre, il faut avoir perçu au moins 1 782 € de rémunération. Et donc, pour valider 4 trimestres, au moins 7 128 € de rémunération. Si vous avez perçu vos 7 128 € de rémunération, et bien, ça valide vos 4 trimestres. Donc, le petit point d'attention qu'il faut avoir ici, c'est que une personne qui pourrait être dans une dimension en disant je vais valider mes 4 trimestres en ne travaillant qu'un mois sur l'année, en travaillant que le mois de janvier, et je vais percevoir 7 128 € pour le mois de janvier. Ça ne va pas marcher pour valider les 4 trimestres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on valide des trimestres en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, en fait, les 7 128 € qu'on voit ici, il faut bien faire attention de les toucher en deux fois, c'est-à-dire d'en toucher la moitié, par exemple, sur le mois de janvier, l'autre moitié sur le mois de février. Donc, 3 564 € sur le mois de janvier, 3 564 € sur le mois de février. Et là, vous validez vos 4 trimestres pour l'année. Sinon, vous n'allez en valider que 2
par rapport au plafond mensuel de la sécurité sociale si vous prenez l'intégralité de votre rémunération sur un seul mois durant l'année. Une fois qu'on a fait cet état des lieux droit acquis, qu'on a repéré des périodes manquantes, des anomalies, des trimestres manquants, et bien là, en fait, c'est pas sur une simple lettre en indiquant à la caisse des retraites qu'elle n'a pas intégré telle période de votre carrière, tel point sur la complémentaire, qu'elle fera la correction. Et la caisse de retraite, c'est bien important. C'est pour ça que je vous conseille de faire en fait cet état des lieux des droits acquis tout au long de votre carrière, parce qu'en fait, la caisse de retraite, elle peut être amenée, elle ne sera pas amenée, à faire des recherches à votre place. C'est vraiment à vous d'apporter la preuve et donc les justificatifs nécessaires qui permettront de régulariser les erreurs. Et là, quels sont les justificatifs nécessaires? Quand on est salarié, le justificatif pour démontrer qu'il y a une période manquante ou pour se faire créditer des points, parce que par exemple le salaire a été mal reporté entre ce qu'on a sur le relevé de carrière et ce qu'on a perçu réellement, ça arrive aussi, et bien là, ça va être le bulletin de salaire. Quand on est un indépendant, et bien ça va être l'appel de cotisation de l'URSSAF. C'est l'appel de cotisation de l'URSSAF qui va servir de justificatif pour recalculer les points, pour justifier d'une période manquante et récupérer des trimestres. Pour le service militaire qui permet d'avoir 5 trimestres, ça va être l'attestation de service. Il faut retrouver ces attestations de service pour faire rectifier le service militaire. Le point qui est important aussi, et où souvent pas mal de personnes se posent des questions, c'est lorsqu'elles ont fait des périodes à l'étranger, de l'expatriation par exemple. Et bien là, en fait, il faut connaître, c'est un peu comment fonctionne le système de retraite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour prétendre à un taux plein, c'est-à-dire pour prétendre partir dans les meilleures conditions à la retraite, il faut avoir ces 172 trimestres. Sauf que si on a fait des trimestres à l'étranger, obligatoirement, on n'aura pas ces 172 trimestres sur son relevé de carrière français. Et en fait, la démarche qu'il faut faire ici, c'est contacter les caisses de retraite à l'étranger où vous avez fait une partie de votre carrière, notamment si vous avez été expatrié. Hein. Je ne parle pas ici des personnes qui ont été détachées et qui ont cotisé durant cette période à la sécurité sociale en France. Elles, il n'y a pas de problème, ça va bien être dans leur relevé de carrière français, leur période à l'étranger, parce qu'elles ont cotisé en France. Par contre, pour les personnes qui se sont expatriées et donc ont eu un contrat local et ont cotisé à l'étranger, eh bien, elles vont devoir demander leur relevé de carrière à la caisse de retraite étrangère et adresser ce relevé de carrière à la caisse de retraite française. Et en fait, la caisse de retraite française viendra mettre vos trimestres réalisés à l'étranger sur votre relevé de carrière française. C'est-à-dire qu'en fait, votre durée de cotisation à l'étranger sera comptabilisée pour la durée de cotisation en France. La seule condition pour que cela fonctionne, c'est que vous ayez fait une partie de votre carrière dans un pays de l'Union européenne, de la zone économique européenne, où là, on a des conventions bilatérales entre chaque pays parce que c'est prévu au sein d'Europe. Ou alors, si c'est dans un pays hors Union européenne, et dans ce cas-là, il faut aller sur le site du CLEIS, c'est LEI2S, et vérifier s'il y a une convention bilatérale de sécurité sociale entre les deux pays. Et si tel est le cas, vous allez pouvoir faire rapatrier votre relevé de carrière étranger sur votre relevé de carrière français. Cette démarche, elle ne va avoir un intérêt qui est que de rapatrier vos trimestres et donc de les comptabiliser dans la durée de cotisation requise des 172 trimestres. Mais qu'on soit bien d'accord, votre carrière faite à l'étranger, vos cotisations payées à l'étranger, disons qu'elles ne vont pas vous apporter des droits retraite, c'est-à-dire elles ne vont pas vous générer des points supplémentaires sur la complémentaire, elles vont pas rentrer dans votre calcul de retraite. Vous savez, pour le régime de base, on prend les 25 meilleures années de revenus, etc. Ça ne va pas rentrer dans ces 25 meilleures années de revenus, essentiellement dans la durée de cotisation. Donc, ça, c'est une démarche, en tout cas, qui est à faire si on ne veut pas perdre des trimestres pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Ensuite, au moment de la liquidation, il y aura bien deux retraites à liquider. Il y aura bien la retraite française. Vous allez liquider, on en parlera tout à l'heure avec le site info-retraite.fr. Mais il faudra également liquider la retraite auquel vous avez le droit à l'étranger et qui ici dépend des conditions des droits des systèmes de retraite étrangers là où vous avez travaillé. Donc, pour vous illustrer un petit peu les choses, avant qu'on parte sur
les projections, je vais vous démontrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, le relevé de carrière, souvent les démarches qu'on va avoir, en fait, la démarche qu'on va avoir pour aller récupérer son relevé de carrière, c'est d'aller sur le site info-retraite.fr. Vous voyez, vous l'avez ici, je le remets, info-retraite.fr, connecté sur le site. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sur « J'accède à mon compte retraite ». Donc là, généralement, on s'identifie avec France Connect. Là, vous pouvez passer par votre code des impôts. Moi, c'est déjà enregistré. Hop. Voilà. Et donc, vous allez sur « Continuer sur mon compte retraite ». Et donc ici, vous avez plusieurs options, et notamment celle sur laquelle on va aller, c'est « Voir ma carrière ». Voir ma carrière, donc là, vous allez accéder au service. Et donc, du coup, ici, vous allez pouvoir accéder à ma carrière. Accéder à ma carrière, donc là, vous allez avoir le logiciel qui charge. Et donc, vous allez arriver sur cette page. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller tout en bas et vous pouvez télécharger votre relevé de carrière. Télécharger votre relevé de carrière, donc on est ici. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, ce qu'on voit par exemple sur le mien, c'est que j'ai bien validé mes 4 trimestres, année par année. Donc une personne qui ne connaît pas forcément le système de retraite pourrait se dire, bon bah ok, il n'y a pas de problème sur mon relevé de carrière. J'ai bien mes 4 trimestres sur toutes les années que j'ai faites, donc je ne suis pas censé avoir de problème. Et bah pour autant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a un problème. C'est qu'ici, vous avez par exemple le nombre de points que j'ai acquis à l'Agirc-Arrco. Et ce qu'on voit notamment, c'est que entre l'année 2023, où il y a 329 points, et l'année 2024, j'ai moins de points en 2024 qu'en 2023. Ce qui sous-entend que ma rémunération a baissé entre 2023 et 2024. Moi, je sais que la rémunération n'a pas baissé, mais donc, ça démontre ici qu'il y a une anomalie et qu'il y a quelque chose qui a été mal enregistré au niveau des caisses de retraite par rapport à mon année 2024. Pourquoi? Parce que le régime de l'Agirc-Arrco, comme tout régime complémentaire, c'est un régime par points. Donc en fait, on acquiert des points en fonction de la rémunération qu'on a perçue. Donc si notre rémunération n'a pas baissé, on n'est pas censé avoir une baisse aussi importante de points. Et donc là, si je veux connaître les tenants et les aboutissants de cette variation de points, et ben en fait, je vais aller retourner sur ma carrière, sur Info Retraite et aller sur Voir ma carrière. Donc là, ce qu'on observe au niveau de ma carrière, c'est que Info Retraite me met ici de petits points rouges en disant 2020-2021. C'est des périodes sur lesquelles on n'a pas d'informations sur ce que vous avez fait pour une partie de l'année. Ça, c'est normal parce que c'est des années où j'ai repris mes études. Donc, du coup, ça se justifie. Là-dessus, il n'y avait pas de correctif. Pour autant, en 2024, ils ne me mettent pas la même alerte, alors qu'en 2024, ce qu'on voit, c'est que sur septembre, octobre, novembre, décembre, et ben, en fait, il manque ici 4 mois d'activité qu'on ne repère pas, que les caisses de retraite n'ont pas enregistré et donc, obligatoirement, elles ne m'ont pas crédité les points associés à cette période. Et pareil, ça va avoir un impact aussi sur mes 25 meilleures années de revenus. Donc, normalement, la démarche qu'on devrait réaliser à ce moment-là, c'est demander une correction à la caisse de retraite. Donc, moi, il faut que j'aille récupérer tous mes bulletins de salaire et que j'aille bien les enregistrer. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire une petite incise ici en vous indiquant qu'il est nécessaire vos justificatifs, donc appel de cotisation de l'URSSAF, vos justificatifs du chômage, vos justificatifs des indemnités journalières, vos bulletins de salaire. C'est bien important de tout conserver et tout archiver parce que comme vous pouvez le voir, ça peut servir pour notamment faire corriger des erreurs. Autant vous dire que ça ne sert à rien d'appeler France Travail pour récupérer, enfin le Pôle emploi, on appelait Pôle emploi avant, maintenant France Travail, ça ne sert à rien de les appeler pour récupérer des attestations, ils ne vous les enverront pas. La sécurité sociale, c'est pareil. Et un ancien employeur, autant dire que pareil, il ne vous renverra pas forcément vos bulletins de salaire. Donc, important de tout archiver, vos appels de cotisation, vos bulletins de salaire, pour justement, s'il y a une erreur à faire rectifier, adresser le justificatif. La problématique ici, c'est que je vais demander, vous voyez, une correction. Et en fait, Info Retraite me dit que avant 55 ans, ce n'était pas le cas encore il y a quelques temps, mais là, les caisses de retraite sont vraiment débordées avec la réforme et l'arrivée de leur nouveau logiciel. Donc, en fait, maintenant, elles vous disent même, avant 55 ans, vous ne pouvez pas faire de correction de carrière.
vous êtes obligé d'attendre 55 ans. Et la seule solution qu'il me propose, en fait, c'est de mettre une note. C'est-à-dire ici, donc c'est ce que j'ai mis en termes de notes, l'explication de l'erreur, en espérant que dans 25 ans, quand je pourrai partir à la retraite, la note, le logiciel, le site existe toujours et que la note soit toujours existante. Autant dire qu'on ne va pas parier là-dessus. Donc en fait, la seule solution que vous avez ici, notamment pour les personnes qui ont moins de 55 ans, ça va être tout simplement d'archiver vos documents et de bien penser à aller consulter dès que sera réouvert le service de correction, s'il réouvre avant 55 ans, pour faire les correctifs dès que possible. Parce qu'on l'a connu, hein, pour des clients, les justificatifs, ça peut se perdre. Les justificatifs, ça peut se perdre, déménagement, la cave qui brûle, etc. Donc voilà, c'est important, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire corriger ces erreurs auprès de la caisse de retraite tout au long de sa carrière. Alors que c'était le cas il y a encore pas si longtemps. Donc voilà comment fonctionne un petit peu le site Info Retraite et comment vous pouvez vous appuyer dessus pour vérifier s'il y a des anomalies et des incohérences sur votre carrière. En fait, vous allez pouvoir repérer s'il manque des trimestres, notamment, mais ça va être compliqué pour, je dirais, une personne qui ne travaille pas forcément le sujet, de revérifier si vous avez le bon nombre de points, etc. Il faut reprendre votre assiette de cotisation retraite, calculer les points retraite associés, etc. Ça, c'est une démarche que nous, on est capable de faire. On a un service qui fait que ça depuis 20 ans, une équipe retraite, qui fait des états des lieux de droit retraite, donc des reconstitutions de carrière, et qui va venir rajouter, repérer les anomalies, repérer les incohérences, les faire corriger auprès des caisses de retraite, et à condition de bien avoir les justificatifs associés à ces périodes-là. Recalculer les points, il y a des points qui sont non crédités, par exemple, aussi également. Donc, une fois qu'on a fait cette étape tout au long de sa carrière de corriger son relevé de carrière, ici, à partir de 45, 50 ans, on va conseiller souvent de commencer à se projeter un petit peu sur sa fin de carrière, notamment quand on est chef d'entreprise, indépendant. On se dit, tiens, concrètement, là, j'ai un gros rythme de travail, j'arrive à 50 ans, peut-être 55 ans, les enfants sont rentrés dans la vie active, j'ai plus forcément besoin j'ai plus l'envie d'avoir ce rythme de travail ou ce besoin de rémunération, j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour moi. Et concrètement, qu'est-ce qu'il m'est possible de faire jusqu'à mon âge de départ? Donc déjà, être capable de déterminer à quel âge je pourrais partir à la retraite. Et donc pour ça, vous avez deux solutions. Vous avez, ici, je vous les ai mis, en fait, je vous ai remis dans la présentation un tableau, notamment qui est celui-ci et qui vous permet de savoir en fonction de votre année de naissance, quel va être votre âge légal de départ à la retraite. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, depuis la réforme des retraites. Pour les générations 68, l'âge légal, il est passé de 62 ans à 64 ans. Et en fait, pour les générations avant 68, il s'est décalé progressivement de 3 mois en 3 mois. Ce tableau, il est intéressant à voir parce qu'il vous permet de voir, en fonction de votre année de naissance, quel est l'âge légal auquel vous allez pouvoir partir. L'âge légal, c'est le premier âge possible de départ à la retraite. C'est-à-dire que concrètement, pour une personne qui est née en 68, arrivée à 64 ans, si elle n'a pas ses 172 trimestres, elle peut partir à la retraite. Mais elle partira avec une décote et une décote qui sera définitive. À l'inverse, une personne qui est née en 68 et qui arrivée à 62 ans parce qu'elle a commencé tôt à travailler, elle a ses 172 trimestres et elle a pas eu de trou dans sa carrière. Elle ne va pas pouvoir partir. En départ en retraite, elle devra attendre son âge légal de 64 ans, sauf si elle peut prétendre à un départ anticipé pour carrière longue. Et ça, c'est un élément qu'on vérifie souvent sur les relevés de carrière parce que du coup, ça peut beaucoup jouer sur votre âge de départ en retraite. Et là, il faut s'appuyer sur ce tableau en fait. C'est-à-dire concrètement, là, c'est les personnes qui ont commencé tôt à travailler qui doivent se poser ces questions-là. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui a cotisé au moins 5 trimestres avant 21 ans, 20 ans, 18 ans, voire même 16 ans, elle peut prétendre, si elle a son taux plein, si elle a ses 172 trimestres, partir avant l'âge légal. Par exemple, une personne qui a cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 18e anniversaire, elle pourra partir à 60 ans au lieu de 64 ans. Donc ça, en fait, c'est un élément qui peut se vérifier de manière assez rapide
qu'il faut prendre en considération ici, c'est que les personnes qui sont nées à partir du 1er octobre, qui sont nées entre le 1er octobre et le 31 décembre, elles, ce n'est pas 5 trimestres qu'elles ont besoin d'avoir pour s'ouvrir le droit de partir en anticipé, mais seulement 4 trimestres. Et pour vous montrer comment le vérifier, moi, par exemple, qui suis né en 95, et ben, en fait, je vais aller me mettre sur mon année de mes 20 ans, mon année de 2015. Et donc, ce qu'on voit, c'est que je suis né en novembre 95, et donc j'ai bien 4 trimestres avant 20 ans, ce qui veut dire que ça m'ouvre le droit de partir en anticipé. Donc, je suis né après 70, donc moi, je pourrais partir si à 62 ans, j'ai mon taux plein, si à 62 ans, j'ai mes 172 trimestres, je pourrais prétendre partir à 62 ans au lieu de 64 ans, parce que j'ai mes 5 trimestres avant 20 ans. Donc en fait, ça, c'est souvent des éléments qu'on vérifie. Mais le problème, ici, encore une fois, c'est que, en fait, on ne peut pas trop, comment dire, quand on ne connaît pas forcément le système de retraite, on peut difficilement s'appuyer sur sa propre analyse pour savoir si on y est vraiment éligible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les 172 trimestres qu'on va regarder pour vérifier si vous avez le droit de partir en anticipé, c'est-à-dire si vous avez le droit de partir avant l'âge légal, ne sont pas tout à fait les mêmes trimestres qu'on regarde pour la durée de cotisation requise. C'est un peu technique, mais c'est-à-dire que dans ces 172 trimestres, je vous l'ai dit tout à l'heure ici, dans la durée de cotisation requise pour partir à taux plein, on va mettre les trimestres cotisés et les trimestres assimilés. Et bien en fait, pour le départ anticipé pour carrière longue, il faut avoir 172 trimestres cotisés. On peut en avoir quelques-uns assimilés, mais c'est limité, c'est-à-dire on ne comptabilisera pour le départ anticipé pour carrière longue que 4 trimestres de service militaire, 4 trimestres de maternité, 4 trimestres de maladie, 2 d'invalidité et 4 trimestres de chômage maximum. C'est-à-dire qu'une personne peut se dire, j'aurai mes 172 trimestres à 62 ans, donc je pourrais partir avant 64 ans. J'ai validé mes 5 trimestres avant 20 ans, mais peut-être que cette personne-là, elle a 2 années de chômage. Et ben, en fait, si elle a 2 années de chômage, c'est-à-dire qu'elle a 8 trimestres de chômage. Et donc, en fait, il lui manque 4 trimestres cotisés pour pouvoir réellement partir pour un départ anticipé pour carrière longue. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que vos trimestres cotisés à l'étranger comptent pour le départ anticipé pour carrière longue. Ça, c'est un élément aussi à avoir en tête. Mais donc, vous voyez, c'est assez subtil de vérifier en réalité son âge de départ. Ça ne dépend pas que d'un seul et même tableau qui pourrait être celui-ci. On peut bénéficier de départ anticipé, bénéficier de dispositions qui nous permettraient de partir avant cet âge légal. Vraiment, le dispositif qu'on voit le plus souvent, c'est celui-ci, un départ anticipé pour carrière longue. Il y en a d'autres qui existent, mais qui ici sont propres à des situations comme le handicap, l'invalidité, qui peuvent aussi ouvrir le droit, les travailleurs de l'amiante aussi, par exemple, ouvrir le droit à des départs anticipés par rapport à l'âge légal. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très individualisé en fonction des personnes. Donc, une fois qu'on connaît son âge légal et son âge du taux plein, ce qui est pertinent, ça va être derrière de pouvoir, grâce à cet âge légal et ce taux plein, on peut se connecter sur le site info-retraite pour l'obtenir. Il y a une rubrique simulation retraite. Il y a une rubrique simulation retraite qui ressemble à ça. Je la fais très rapidement. On peut venir y rajouter les enfants. On peut venir y rajouter les enfants en personnalisant l'estimation. L'avantage de pouvoir rajouter les enfants, là je vais faire une estimation rapide. Je ne vais pas rajouter mes enfants, mais l'avantage de pouvoir les rajouter, pour moi ça n'a aucun impact parce que j'en ai 2 et que je suis un homme. Mais pour une femme, en fait, on a des majorations de durée d'assurance. C'est-à-dire qu'une femme peut prétendre à 8 trimestres par enfant, 4 trimestres de maternité, 4 trimestres d'éducation. Et donc ça, en fait, pour les intégrer, il faut aller dans personnaliser mon estimation. Et là, ça demandera de rajouter les enfants, leur date de naissance. Et donc de rajouter les trimestres associés aux enfants. Attention, ces trimestres-là ne comptent pas, ces trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas comptabilisés pour le départ anticipé pour carrière longue. C'est-à-dire qu'une femme qui aurait commencé tôt à travailler, avant 20 ans, 18 ans, mais qui aurait peut-être eu, en rajoutant ses 3 enfants à ses 172 trimestres, en fait,
ça ne va pas compter, ces trimestres pour majoration d'enfants ne vont pas compter pour le départ anticipé pour carrière longue. Il faut vraiment qu'elle ait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 172 trimestres cotisés. Et donc là, si on peut voir mon estimation rapide, voilà, vous voyez, ça me met bien mon départ anticipé. Donc moi, je suis, mon âge légal, c'est 64 ans. Mon départ anticipé pour carrière longue, 62 ans et 1 mois, donc qui est bien comptabilisé pour l'instant par Info Retraite parce qu'il part du principe que je vais cotiser jusqu'à cet âge-là et que je vais cotiser sur la base de mes rémunérations actuelles. En fait, ils vont prendre mes 3 dernières années de rémunération et ils vont les projeter jusqu'à ces âges de retraite. Donc, en fait, si on part du principe que sa fin de carrière va être plutôt linéaire, c'est-à-dire concrètement qu'on ne prévoit pas de projet particulier, on ne prévoit pas de réduire son temps de travail, on ne prévoit pas de vendre son entreprise, on ne prévoit pas de changer de statut. Et bien en fait, là, le logiciel Info Retraite, il va être très efficace pour faire son étude de retraite. Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin d'aller faire une étude, sauf si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a repéré des anomalies, des erreurs, où là, pour le coup, c'est intéressant de faire l'état des lieux et de faire corriger les erreurs. Mais si on a un relevé de carrière qui est clean et que sa fin de carrière, on la projette de manière linéaire sur son existant, sans hypothèse particulière qu'on voudrait tester, et bien là, le bilan sur Info Retraite, il fonctionne très bien. Par contre, si on veut avoir un peu plus de conseils, notamment sur quel va être mon âge optimal de départ, c'est-à-dire concrètement, quel va être l'âge le plus intéressant pour moi pour partir entre mon âge légal, mon taux plein, est-ce que la décote, elle est plus ou moins, est-ce que la décote, elle est vraiment pénalisante si je pars à mon âge légal et que je n'ai pas mon taux plein? Vous voyez, faire ça qu'on appelle un peu l'âge optimal de départ. Et surtout, ce qui va être intéressant, ça va être en fait de réaliser des simulations personnalisées pour explorer des hypothèses de fin de carrière. Comme je le disais tout à l'heure, concrètement, bah tiens, j'arrive à 50, 55 ans, j'ai l'opportunité de vendre mon entreprise, je vends mon entreprise, mais derrière, comment je fais pour exister socialement et comment je fais pour faire le pont, pour faire la jonction entre le jour où je cède mon entreprise et le jour où je pourrais partir à la retraite. C'est-à-dire peut-être 62, 64 ans, selon votre année de naissance, selon si vous pouvez partir en anticipé pour carrière longue. Et concrètement, comment je peux faire pour continuer à valider 4 trimestres par an jusqu'à ma date de départ en retraite, dans ce cas de figure. Et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toucher au moins le minimum de rémunération nécessaire, 8 000 € par an pour toucher ces 4 trimestres. Est-ce que je vais faire une holding du coup qui va me permettre de valider ces 4 trimestres, de me verser la rémunération nécessaire pour valider ces 4 trimestres par an? Ça peut être des stratégies qu'on va venir tester. Et derrière, le fait de tester ces stratégies, en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça fait une base de travail pour se donner un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire, on va tester plusieurs stratégies et voir l'impact de ces différentes stratégies sur ma date de départ en retraite et le montant de retraite que je vais percevoir. Je vous l'illustrerai un peu mieux tout à l'heure avec une étude de cas, avec un bilan retraite qu'on a pu remettre il n'y a pas longtemps. Ça peut être aussi le cas d'une personne de profession libérale qui se dit concrètement, là j'ai envie de baisser de rythme, un médecin ou autre qui se dit j'ai envie de baisser de rythme, travailler une journée en moins. Qu'est-ce qui s'offre à moi en termes de possibilités? Si je n'ai pas encore l'âge de partir en retraite, quel va être l'impact d'une journée en moins de travail donc, sur ma rémunération et donc l'impact de cette rémunération moindre sur le montant de ma retraite. Donc ça, on va venir le tester. Ou alors une personne qui aurait l'âge légal de partir mais qui veut continuer quand même à travailler, est-ce qu'elle peut faire du cumul emploi-retraite? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut cumuler, c'est-à-dire à la fois son activité, donc elle baisse son temps de travail parce qu'elle veut ralentir, mais pour ne pas perdre en termes de budget, elle fait du cumul emploi-retraite pour pouvoir toucher du coup sa retraite. Ça, c'est possible, mais il y a des conditions à respecter. Cumul emploi-retraite plafonné, cumul emploi-retraite libéralisé. Donc ça, c'est toutes des conditions qu'on va venir vérifier et qu'on va venir intégrer dans les études de retraite. Ou alors, il y a aussi, chose qu'on voit de plus en plus, c'est la retraite progressive. C'est-à-dire des personnes qui se disent, OK, l'âge légal, il est passé à 64 ans, je ne peux pas partir avant, mais je suis sur un métier où ça nécessite quand même, c'est épuisant. À 64 ans, à 63 ans, j'ai plus tout à fait la même énergie qu'à 60 ans. Donc, qu'est-ce qui peut s'offrir à moi en termes de possibilités de départ anticipé? Ce n'est pas un vrai départ, c'est ce qu'on appelle notamment la retraite progressive, c'est-à-dire on touche une partie de sa retraite
tout en continuant à travailler et à valider des trimestres jusqu'au jour où on liquidera définitivement sa retraite. La retraite progressive, ça, c'est un dispositif qui est ouvert depuis la réforme, enfin, c'est déjà ouvert avant, mais en tout cas, depuis la réforme des retraites, ça s'est démocratisé. L'idée, c'est de dire, dès que j'ai atteint 150 trimestres, je peux demander 2 ans avant mon âge légal de partir en retraite progressive. Et en fait, ce système-là, il parle même de le passer à 60 ans au lieu de 62 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, si mon âge légal c'est 64, je peux partir en retraite progressive à 62. Et ben potentiellement demain dans les réformes, les décrets qui prévoient, ce serait de pouvoir partir même à 60 si j'ai bien mes 150 trimestres, mes 160 trimestres cotisés. Mais attention, c'est pas un départ en retraite définitif, c'est vraiment progressif, c'est-à-dire on doit être obligé de continuer à travailler à côté. Et le fait de continuer à travailler va permettre aussi de continuer à cotiser des trimestres, à créditer des points, à valider des points, jusqu'au jour où on liquidera définitivement sa retraite. Donc l'idée de l'étude retraite, ça va être en fait tout simplement de mesurer l'impact de ces différentes projections de fin de carrière, hypothèses de fin de carrière sur le montant de sa retraite et se donner du coup un outil d'aide à la décision. Et on va venir rajouter dans l'étude retraite également aussi les options d'optimisation de la retraite, c'est-à-dire concrètement, est-ce que je peux faire du rachat de trimestre? Si oui, combien de trimestres je peux racheter? Combien ça va me coûter? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Quel est le retour sur investissement? C'est-à-dire quel va être le gain de pension de retraite que je vais avoir rapporté au coût que ça aura généré. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le conseil aussi sur la cession d'entreprise. Concrètement, si je cède mon entreprise avant mon âge de départ en retraite, comment je peux faire pour exister socialement durant cette période où je cède mon entreprise jusqu'à mon départ en retraite? Quel statut il faut que j'adopte? Quel mode de rémunération? Quel montant de rémunération? Est-ce que je prends plutôt un statut TNS, travailleur non salarié, ou plutôt un statut salarié? Pareil, ça c'est une question qui se pose aussi pour beaucoup de personnes, des fois qui arrivent à 45, 50 ans, qui se disent tiens, j'ai entendu un collègue qui m'a dit que quand on était assimilé salarié président de SAS, on avait une bien meilleure retraite que quand on était travailleur non salarié. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je transforme ma SARL en SAS pour changer de statut et avoir une meilleure retraite? Ça, c'est des hypothèses qu'on peut tester parce qu'en réalité, on ne peut pas y répondre comme ça en disant c'est mieux d'être président de SAS assimilé salarié que TNS. En fait, être président de SAS assimilé salarié, on va payer plus de charges sociales. Donc oui, on va cotiser plus pour la retraite, mais ça va être plus intéressant, notamment si on a des rémunérations importantes, c'est-à-dire si on a des rémunérations supérieures au plafond de la sécurité sociale. Là, oui, effectivement, le surplus de pension de l'Agir Carco, de la complémentaire des salariés, va être plus intéressant que la complémentaire des indépendants. Et donc, on paye plus de charges sociales aussi, c'est-à-dire que l'économie de charges sociales que fait le TNS, le travailleur salarié, lui, en payant moins de charges sociales que le salarié, certes, il aura moins de retraite obligatoire, mais pour autant, cette économie de charges, il peut aussi se constituer avec sa propre retraite, avec des dispositifs Madelin, PER que vous connaissez, ou même tout simplement investir dans l'immobilier ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, quand on est un peu l'arbitrage, il est un peu aussi philosophique, c'est de se dire, est-ce que pour ma retraite, je préfère faire confiance au régime obligatoire et au système de retraite déjà en place par répartition pour me verser une meilleure retraite que si je me la constituais moi-même en tant que travailleur non salarié. Et souvent, l'âge où c'est un peu pénible, c'est l'âge un peu de 50-55 ans, parce que 50-55 ans, on n'est pas si loin que ça de la retraite, alors que clairement, pour le coup, quand on a 30 ans, je pense qu'on a plus intérêt à miser sur une constitution propre de sa retraite que sur les régimes de retraite obligatoire. Parce que des réformes, on va encore en connaître, et elles ne vont pas aller dans le sens d'une augmentation des retraites et d'un âge un peu plus avancé pour partir. Donc voilà, ça c'est toutes des hypothèses qu'on peut venir tester, et notamment justement à l'âge de 45-50 ans, tester cette hypothèse de tiens, est-ce que ça vaut mieux que je finisse, sur un statut de président de SAS ou alors un statut de travailleur non salarié pour ma retraite. Donc pour vous illustrer un petit peu à quoi ça ressemble et mettre un peu des chiffres en page, je vais vous montrer un exemple de bilan retraite. Donc ici, on a un exemple de bilan retraite, c'est à quoi ça peut ressembler. Donc je vous passe les pages de sommaire. On va commencer donc les données personnelles et professionnelles, ça c'est important parce que c'est ce qui va venir déterminer, comme je vous le disais tout à l'heure, la date de naissance, son âge de départ,
Si on est marié, il y a des impacts aussi sur la pension de réversion, on en parlera tout à l'heure. Le nombre d'enfants, si on est une femme, les majorations de durée d'assurance. Et puis le statut qu'on a, qui permet de déterminer sur quel régime on est, régime général, et le salaire annuel brut qui permet aussi de calculer la retraite. Donc ici, on a le relevé de carrière. Le relevé de carrière, ça c'est le relevé de carrière du régime de base qu'on remet toujours dans les études retraite. En fait, la retraite, je vous l'ai dit, vous l'avez compris, fonctionne vraiment un peu comme une maison. Le premier étage de la maison, c'est le régime de base. Le deuxième étage de la maison, c'est le régime complémentaire. Le régime de base, quand on est TNS, Sécurité sociale des indépendants, donc je ne parle pas des professions libérales ici, TNS, Sécurité sociale des indépendants ou alors salariés, c'est le même régime de base. C'est-à-dire comment se calcule la retraite, on va prendre vos 25 meilleures années, multiplié par le taux de liquidation. Et ce taux de liquidation retraite, dès qu'on est au taux plein, c'est 50%. Donc c'est pour ça que dans le relevé de carrière, on vient identifier ici, les années durant lesquelles, les années, vos 25 meilleures années de revenus, pour notamment ces années-là qu'on va retenir dans le cadre du calcul de la retraite. Et là, il y a des personnes qui pourraient se poser une question à juste titre de se dire, j'ai un salaire annuel de 120 000 euros, pourquoi dans mon relevé de carrière du régime de base, c'est écrit 46 000 ici alors que mon salaire c'est 120 000? Ce n'est pas une erreur, c'est juste que dans le relevé de carrière du régime de base, donc celui de l'assurance retraite, de la sécurité sociale, vos 25 meilleures années de revenus, elles sont limitées au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc en fait, on a beau gagner 120 000, 300 000, des montants même astronomiques, en réalité, le régime de base, le premier étage de la retraite, sera limité dans son calcul à vos 25 meilleures années. Donc une personne qui aurait eu, quoi qu'il arrive, 25 années au-dessus du plafond de sécurité de la sécurité sociale, son salaire annuel moyen de ces 25 meilleures années, ce sera le plafond de la sécurité sociale moyen de chaque année. Donc en gros, si on voulait être un peu caricatural, une personne qui aurait eu 25 années au-dessus du plafond de la Sécu, sa retraite, ça ne dépassera pas 50%, le taux plein, taux de liquidation, 50% de 46 324 euros ici. D'accord, donc divisé par 2, donc ça ne dépassera pas 1 900 euros par mois, le régime de base. Et encore, en réalité, ça sera moins parce qu'on prend vraiment le plafond de la Sécu année par année, qui lui, en fait, était moins important les années antérieures qu'aujourd'hui. Sur la complémentaire, c'est un peu différent. Sur la complémentaire, ici, c'est là-dessus qu'on va faire sa retraite pour les plus hauts revenus, c'est-à-dire les plus hauts revenus vont venir payer des cotisations sociales qui vont leur permettre d'acquérir des points. Et donc, plus on a un revenu important, plus on a des cotisations sociales élevées, plus on a de points. Et arrivé à la retraite, on aura un stock de points sur cette complémentaire, le deuxième étage de la retraite. Sur cette complémentaire, plus le stock de points est important, plus la retraite complémentaire va être élevée. Pourquoi? Parce que la valeur de service du point est la même, quelle que soit sa rémunération. Et pas la même, elle dépend de sa caisse de retraite. Quand on est salarié, c'est la GER-Carco. Et la valeur de service du point, la GER-Carco, n'est pas la même que la complémentaire des indépendants ou la complémentaire des médecins, architectes ou autres, par exemple. Et donc, on identifie aussi les années où le revenu a été supérieur ou identique au plafond annuel de la sécurité sociale, justement par rapport à ces 25 meilleures années. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on identifie également le nombre total de trimestres réputés cotisés, qui est différent du nombre de trimestres validés. C'est-à-dire que, par exemple, c'est bien cela qu'on va retenir pour calculer si la personne, elle peut prétendre ou pas pour un départ anticipé pour carrière longue, et pas le nombre de trimestres validés. On fait un état des lieux des droits acquis, et là, typiquement, l'état des lieux des droits acquis ressemble à ça. Ici, on retrouve les incohérences qu'on a pu trouver sur la carrière de cette personne et les anomalies. Donc là, typiquement, sur son régime de base, on appelle le régime général ici, on est allé récupérer 3 trimestres qui lui manquaient. Vous voyez, par exemple, sur une période de maladie qu'il a eue, sur une période dans une entreprise aussi. Donc là, la démarche, c'est d'adresser le bulletin de salaire à la CARSAT, donc c'est ce qu'on a fait, à la caisse de retraite, et d'adresser également les indemnités journalières de la CPAM. Ici, il y a eu une période de chômage. Là, pour le coup, on n'a pas été en capacité de vérifier si ça allait lui permettre de récupérer au moins un trimestre, mais on sait qu'en tout cas, potentiellement, ça peut lui permettre
d'en récupérer. Et donc là, il faut qu'il retrouve les justificatifs et qu'il l'adresse à la caisse de retraite. Donc le fait d'avoir récupéré 3 trimestres, du coup, ça va lui permettre quand même de partir un peu plus tôt à la retraite. Sur le régime complémentaire, et c'est pas anodin. Vous voyez ici, ça c'est le nombre de points qu'on a pu récupérer. Donc là, vous voyez, il y a une période de maladie où on voit qu'il manquait près de 14 points, 13,72 points. Donc là, il faut adresser les indemnités journalières de la CPM à la caisse de retraite. Et là, sur l'année 2016, ici, sur l'activité salariée qu'il a eue, il manquait 503 points. Donc en fait, sur la totalité de sa carrière, il manquait 517 points. 517 points, si vous les multipliez par la valeur de service du point de l'Agirc-Arrco, ça fait 1,4386. La valeur de l'Agirc-Arrco, pardon, c'est la valeur de service du point Agirc-Arrco, c'est 1,4386. Donc si vous faites 517 points fois 1,4386, ça vous fait 744 € de retraite par an auprès duquel il serait passé à côté. C'est-à-dire qu'il a cotisé pour ça. Il serait passé, si on n'avait pas fait cet état des lieux et ses correctifs auprès de la retraite, il serait passé à côté de 745 €, 744 € par an de retraite complémentaire. Donc ça, vous voyez, typiquement, on ne va pas les récupérer sur chaque bilan retraite 740 € de pension de retraite annuelle, mais ça peut arriver. Et les erreurs, elles existent. Et nous, c'est vrai qu'on s'occupe de liquidation de retraite, on s'occupe de bilan retraite, de reconstitution de carrière. Des erreurs, on corrige quasi systématiquement. C'est très très rare qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors des fois, elles sont anodines. Vous voyez, 14 points. Si on va venir récupérer que 14 points, ça ne va pas représenter grand-chose. Mais cette personne-là, 740 € de retraite par an, le coût de son étude de retraite, il est vite amorti. On va rajouter aussi dans l'étude les régimes supplémentaires, le conseil sur les régimes supplémentaires, j'en parlerai un peu après. Et ici, on a, je dirais, le cœur du réacteur, le tableau le plus important, c'est l'estimation de vos droits annuels à la retraite. Et bien là, pour cette personne, ce qu'on voit typiquement, c'est que c'était une personne donc, qui souhaitait, les hypothèses sont ici, c'était une personne qui souhaitait, donc, qui a vendu son entreprise, qui allait accompagner le repreneur pendant une certaine durée, je crois que c'était 6 mois, qui ensuite allait bénéficier d'une situation de chômage et qui voulait se poser la question de se dire, je ne suis pas très loin de la retraite, est-ce que j'essaye de facturer 8 000 € de prestations par an pour valider 4 trimestres jusqu'à la retraite, ou est-ce que je pars au Portugal et j'arrête complètement de travailler, c'est-à-dire j'arrête de cotiser. Et bien en fait, on lui a fait les deux options. La première, c'est de dire, j'ai ma rémunération d'accompagnement avec le repreneur, ma situation de chômage et mon statut de travailleur non salarié en facturant 8 000 € jusqu'à la liquidation de mes droits à la retraite. Là, ce qu'on voit, c'est qu'arrivé à son âge légal, 62 ans et 9 mois, il a 158 trimestres, alors qu'il lui en faut 170 pour partir à taux plein. Donc, il lui manque 12 trimestres ici pour prétendre à une retraite à taux plein. Donc, la question qui va être amenée à se poser, c'est de se dire, est-ce que je continue, même après mon âge légal, à cotiser jusqu'à 65 ans et 9 mois, donc c'est-à-dire à facturer 8 000 € de prestations par an pour obtenir 3 344 € par mois de retraite versus 2 777 € par mois de retraite. Et bien là, en fait, pour savoir si c'est réellement intéressant, oui, sur le plan financier, c'est intéressant et on calcule un peu plus loin d'aller jusqu'à son taux plein. Mais en réalité, l'âge optimal de départ, il dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des personnes, en fait, 2 777 € par mois de retraite, ça leur convient très bien parce qu'à côté, ils ont développé le patrimoine, ils ont des revenus fonciers, des locations immobilières, des revenus de placement parce que s'ils vendent leur entreprise, ils réinvestissent l'argent et donc du coup, ils se font des revenus autrement. Et donc lui, ça lui permet d'arbitrer en se disant est-ce que ça vaut le coup réellement d'aller jusqu'à 65 ans et 9 mois ou est-ce que je liquide à 62 ans et 9 mois? Et on peut rajouter du coup dans l'hypothèse, celle que je disais tout à l'heure, c'est celle-ci. C'est-à-dire, concrètement, j'accompagne le repreneur, j'ai mon chômage, mais après, je ne cotise plus jusqu'à la liquidation de mes droits à la retraite. Et dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est qu'il va rester toujours à 154 trimestres validés. Il n'aura jamais son taux plein sur le papier, sauf à 67 ans. Pourquoi? Parce que 67 ans, vous savez, c'est l'âge du taux plein automatique. C'est-à-dire que même si on a
même si on n'a pas ces 170 trimestres à 67 ans, bah, la caisse de retraite considérera qu'on sera à taux plein et donc on n'aura pas de trimestre manquant. Et là, ce qui est intéressant dans le calcul ici, c'est souvent des calculs aussi qu'on fait, c'est de regarder si réellement c'est intéressant d'aller jusqu'à son taux plein, en fait. Et pour le vérifier, ben, il faut faire la différence. En fait, il faut regarder le gain de pension qu'on va avoir à aller jusqu'à son taux plein. Donc, c'est 38 000 euros par an moins 30 966 euros par an. Donc, j'ai fait le calcul tout à l'heure. Donc, ça fait 7 037 euros par an de pension en plus. C'est-à-dire que il continue jusqu'à 67 ans, alors sans cotiser, hein, c'est-à-dire il ne travaille pas, mais il liquide sa retraite à 67 ans à l'âge du taux plein automatique. Il a 7 037 euros par an de retraite en plus. Sauf que s'il fait ça, il passe à côté de plusieurs mois de retraite. Parce que s'il avait liquidé à son âge légal, certes, il aurait touché que 30 966 euros par an, mais il passe à côté de 2 581 euros par mois, il passe à côté de 51 mois au total, là, j'ai calculé, donc 51 mois à 2 581 euros par mois. Et donc 51 fois 2 581, ça fait 131 631 euros de retraite. C'est-à-dire que cette personne-là, en se disant je liquiderai mes droits à la retraite qu'à 67 ans, je perds 131 631 euros de retraite sur la période. Et si on rapporte ces 131 631 euros de retraite au gain de pension qu'il aurait, donc 7 000 euros, hein, je vous ai dit 7 037 euros par an, et ben on se rend compte que son retour sur investissement à attendre 67 ans pour liquider ses droits, c'est-à-dire à attendre son âge du taux plein automatique, et ben en fait il est de 19 ans. C'est-à-dire que cette personne-là, ça n'aura été rentable pour lui, d'attendre 67 ans que s'il vit au moins jusqu'à l'âge de 86 ans. Donc là, ça permet aussi de relativiser et de se dire, en fait, la décote que je vais subir, si moi, dans mon budget, ma retraite, elle me convient parce que j'ai d'autres revenus à côté, parce que voilà, j'ai un train de vie qui a diminué aussi, et ben en fait, on peut se rendre compte qu'en réalité, la décote, elle n'est pas si si pertinente que ça. Après, elle n'est pas si impactante que ça, c'est ça que je voulais dire. Et donc ça, il n'y a que le bilan retraite qui va permettre derrière de le déterminer et de le calculer. Après, l'âge optimal de départ à la retraite, bien évidemment, c'est pas, ça ne doit pas rester qu'un chiffre. Souvent, la première étape qu'on conseille, c'est de dire aux personnes avant de partir, faites un tableau Excel de vos dépenses à la retraite, parce que vous n'aurez plus le droit de mettre la mutuelle sur l'entreprise. Enfin, voilà, faudra prendre une mutuelle senior, ça coûte cher. Donc, vous n'aurez plus, bien évidemment, vos rémunérations, ça sera des pensions de retraite. Donc, calculez bien votre train de vie, calculez vos charges que vous aurez à la retraite. Nous, on mettra le montant de retraite qui est en face. Et ça, déjà, ça doit être le premier indicateur pour déterminer son âge de départ. Et sa stratégie, c'est concrètement, est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pour vivre au moment où je vais partir à la retraite. Le deuxième indicateur, ça va être aussi son état de santé. Et concrètement, certes, ça peut être plus intéressant pour moi financièrement d'aller jusqu'à 66 ans ou d'aller jusqu'à 65 ans et 9 mois mon taux plein, mais est-ce que j'ai la santé pour le faire? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Parce qu'en réalité, si on se tue à la tâche pour aller jusqu'à son taux plein, mais qu'en fait, en faisant ça, on diminue son espérance de vie, l'un dans l'autre, on n'aura pas forcément été gagnant sur le long terme à continuer à travailler si on n'avait plus forcément la santé pour le faire. Ça doit être les deux critères pour moi essentiels pour déterminer son âge optimal de départ avant l'âge optimal purement financier, je dirais. Et derrière, ce qu'on va venir ajouter dans les études retraite, là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail par manque de temps, mais c'est aussi les droits de réversion du conjoint. On va calculer les droits mensuels de réversion du conjoint. Ça, c'est important parce qu'il y a des particularités. Ici, les droits mensuels de réversion, ce n'est pas acquis. C'est-à-dire que pour que le conjoint puisse en bénéficier, il faut qu'il soit en dessous d'un certain niveau de ressources, pour le régime de base notamment, en dessous de 24 000 euros de ressources pour prétendre à la pension de réversion du régime de base. Et donc là, il y a un peu de stratégie à anticiper aussi en termes de protection du conjoint à ce moment-là. Et on va venir rajouter aussi, vous voyez, vérifier si la personne peut partir en anticipé pour carrière longue. Elle avait bien ses 5 trimestres avant 20 ans. Par contre, elle n'avait pas son taux plein, donc elle ne peut pas partir avant l'âge légal. Est-ce qu'elle peut racheter des trimestres? Oui, elle peut en racheter 3.
La différence dans le rachat de trimestre entre l'option 1 et l'option 2, je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici, mais du coup, c'est des éléments techniques qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'on peut racheter des trimestres seulement pour avoir un taux de liquidation, c'est-à-dire seulement pour percevoir 50% de sa retraite de base, 50% le taux de liquidation, le taux plein sur le régime de base et 100% sur le régime complémentaire. Ou alors, on peut racheter aussi pour l'option 2, c'est-à-dire, je rachète pour le taux plein, mais aussi pour la durée d'assurance. C'est-à-dire concrètement pour que les trimestres que je rachète soient bien des trimestres cotisés et pas des trimestres assimilés. C'est un peu technique, mais n'hésitez pas derrière, si vous avez des questions sur le rachat de trimestre, à me revenir. J'y répondrai avec plaisir. Et donc, on va venir intégrer dans les tableaux, vous voyez, le retour sur investissement du rachat de trimestre, c'est-à-dire quelle va être la pension de trimestre sans le rachat de trimestre, quelle va être la pension de trimestre avec l'option 1, avec l'option 2. Et donc, derrière, concrètement, c'est d'étudier quel est le gain de pension qu'on va avoir selon l'option qu'on choisit rapporté au coût du rachat de trimestre. Et donc, le coût du rachat de trimestre rapporté au gain de pension, ça permet de déterminer quel va être l'âge à partir duquel ce rachat de trimestre aura été intéressant, c'est-à-dire combien de temps il faut que je vive pour que le gain de pension récupère le coût du rachat de trimestre. Ça, c'est des éléments qu'on va venir ajouter dans les bilans retraite pour les personnes qui se posent ces questions-là. Dans les points d'attention que je souhaitais aussi aborder, c'est que c'est important de penser à actualiser son bilan retraite parce qu'on a des réformes des retraites. Donc, effectivement, si vous l'avez fait il y a 5 ans, 6 ans, avant la réforme de retraite, eh bien, vos conditions d'âge de départ ont pu évoluer et donc votre montant de retraite aussi, effectivement. C'est important de penser à l'actualiser. Pareil, l'impact qu'on peut trouver dans une réforme de retraite, nous on le dit souvent, je parlais du rachat de trimestre juste avant, une personne qui se dit je vais racheter très tôt des trimestres, ça va être intéressant parce que ça va me coûter pas très cher, parce qu'effectivement le rachat de trimestre dépend de deux choses, il dépend le coût du rachat de trimestre, il dépend de votre revenu fiscal de référence et de l'âge auquel vous faites le rachat de trimestre. Et ensuite, en fonction de l'âge, il va augmenter à peu près de 2-3% par an le coût du rachat de trimestre. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'évaluer le coût du rachat de trimestre, c'est plutôt de placer l'argent sur quelque chose qui va rapporter 2-3% par an et de faire son rachat de trimestre seulement 2-3 ans avant l'âge de départ en retraite. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez des personnes qui, avant la réforme des retraites, ont fait du rachat de trimestre. Elles ont pu racheter peut-être 4-8 trimestres, sauf que elles se sont pris une réforme des retraites et donc leur âge légal, il est passé de 62 à 64 ans. Donc peut-être que les 8 trimestres qu'elles ont rachetés, donc 2 ans, en fait, on ne servait à rien parce que de toute façon, elle va être obligée de les cotiser pour partir à 64 ans avec le taux plein. En fait, c'est un rachat de trimestre qui est perdu. Donc, c'est pour ça que pour les personnes plus jeunes, il faut faire attention au rachat de trimestre. Des fois, ne pas le faire trop tôt si on connaît des réformes de retraite qui peuvent décaler l'âge de départ. Si on avance un petit peu, 6 mois, là, on a parlé de la partie projection retraite. Ici, on va parler plutôt de la partie liquidation retraite. Souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il faut liquider ses droits à la retraite 6 mois avant sa date de départ. C'est-à-dire, concrètement, je souhaite partir un 1er juillet. Ça, c'est important aussi. Les dates de départ dépendent un peu de votre statut. Quand on est salarié ou chef d'entreprise indépendant, sécurité sociale des indépendants, on peut liquider sa retraite les premiers jours de chaque mois. Par contre, quand on est profession libérale, ça ne marche pas comme ça. Quand on est profession libérale, on peut liquider soit un premier. On peut liquider soit un 1er janvier, un premier jour de trimestre en fait. Donc soit un 1er janvier, soit un 1er avril, soit un 1er septembre, soit un 1er septembre ou soit un 1er janvier. D'accord? Donc ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête et donc il faut être, excusez-moi, tac. Donc ça, du coup, il faut aller en fait sur le site info-retraite.fr et justement 6 mois avant sa date d'effet souhaitée, il faut aller sur le site info-retraite.fr et demander la liquidation de ses droits à la retraite. Et donc là, en fait, derrière, il y a tout un dossier à constituer.
des pièces justificatives à préparer, des bulletins de salaire quand on est salarié. Enfin bref, un peu tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici, c'est voilà, regrouper les justificatifs nécessaires, livret de famille pour les enfants, les RIB, les cartes d'identité, etc. Amener les justificatifs pour des périodes où on a pu repérer des anomalies, des périodes manquantes. Donc ça, c'est très très lourd comme démarche. Si on n'a pas fait la démarche au préalable, d'avoir, comme je vous l'avais expliqué, corriger sa carrière, faire rectifier les erreurs et les anomalies. C'est tout l'intérêt aussi ici de l'avoir fait en amont. C'est comment on est serein, c'est-à-dire 6 mois avant la date d'effet souhaitée de son départ en retraite, au moins on sait que son relevé de carrière il est clean et on n'a pas de grosses anomalies ou régularisation de carrière qui peuvent nous amener à devoir décaler, en tout cas à devoir percevoir sa pension de retraite plus tard que prévu, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire rectifier ses erreurs. Et ça, j'apporte un point d'attention particulier là-dessus, notamment c'est sur le délai de traitement des demandes. Aujourd'hui, les caisses de retraite sont complètement débordées. Nous, quand on fait des demandes de régularisation de carrière ou des demandes de rachat de trimestre, il faut compter minimum, par exemple, 1 an, pour 9 mois, 1 an pour avoir la régularisation de carrière. Et le rachat de trimestre, pour avoir le devis et la réalisation du rachat de trimestre, il faut compter minimum 1 an également. C'est-à-dire que c'est pareil, rachat de trimestre, il ne faut pas s'y prendre 6 mois avant ou 1 an avant. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut bien s'y prendre 2-3 ans avant. Et pour les régularisations de carrière, dès que vous avez 55 ans, à moins que le service de régularisation réouvre avant 55 ans, faites-le dès que possible, ou en tout cas mandatez un cabinet. Nous, on est capable de le faire avec Action Protection Sociale et Retraite pour le faire, pour être serein le jour où on liquide sa carrière. Il faut apporter une vigilance particulière sur, en fait, 1 mois avant la date d'effet de départ en retraite, vous recevez une notification de liquidation retraite. Donc, vous avez fait votre demande 6 mois avant et 1 mois avant la date de départ, vous recevez la notification. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que c'est en fait, c'est le montant de retraite que vous allez toucher. Et c'est ce montant-là qu'il faut contrôler. Donc, la plupart du temps, s'il y a des erreurs, de toute façon, si on n'est pas si on ne connaît pas comment se calculent les retraites, etc., on ne le verra pas et donc on subira l'erreur toute sa retraite. Et pour autant, quand vous mandatez un cabinet, comme peut le faire Action Protection Sociale et Retraite, nous, pour le coup, on va contrôler la notification. Et donc, on va vérifier, vu qu'on peut faire des bilans retraite et faire les calculs de retraite, et on sait si ce que vous propose la caisse de retraite, si ce que vous indique la caisse de retraite dans sa notification est juste ou pas juste. Et si c'est pas juste, on fait les rectificatifs, on fait les corrections d'erreurs avant la liquidation des droits. Il ne faut pas oublier que ici, j'ai parlé des régimes obligatoires. Mais vous pouvez avoir aussi des articles 83, des plans d'épargne retraite, des Madelins. Ça, ce n'est pas Info Retraite qui va s'en charger. Ça, pour le coup, c'est vous qui allez devoir contacter tous les assureurs et dire, voilà, je pars en retraite, il faut liquider mon PER, mon Madelin, mon article 83, en rente viagère, en capital, quelle option, etc. Donc ça peut être aussi assez lourd en termes de démarche et en termes de stratégie. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas trop s'il faut prendre de la rente, s'il faut sortir en capital, si on est obligé de sortir ou pas de son contrat au moment où on liquide sa retraite. Ça, dans l'accompagnement qu'on peut proposer, ça, c'est du conseil qu'on va venir donner. C'est-à-dire qu'effectivement, on va venir optimiser dans le conseil la liquidation de vos régimes supplémentaires de retraite. Concrètement, j'ai un PER, est-ce qu'il faut que je sorte en capital? Oui, non, parce que je ne sais pas, c'est fiscalisé à la tranche marginale d'imposition, par exemple. Et donc, en fonction de la tranche marginale d'imposition, peut-être qu'il vaut mieux que, si je n'ai pas besoin de ce PER, il vaut peut-être mieux que je continue à le laisser vivre et le garder comme un outil de protection du conjoint, parce que le conjoint peut le percevoir en cas de décès sans fiscalité, sans droit de succession, plutôt que de retirer dessus et de me prendre 30% d'imposition comme une pension de retraite. Donc ça va être tous les conseils qu'on va pouvoir apporter dans la mission de liquidation sur l'optimisation des régimes supplémentaires de retraite. On va faire aussi un point sur votre budget à la retraite. Concrètement, on ne va pas oublier de résilier votre contrat de prévoyance, pas oublier d'arrêter les cotisations sur votre contrat retraite parce que ça n'a plus d'intérêt. Et sur le plan de la mutuelle, résilier votre mutuelle Madelin si vous avez une mutuelle Madelin et prendre à la place une mutuelle senior. Mettre en place du cumul emploi-retraite aussi, ça on va s'en charger. C'est-à-dire si c'est des personnes qui veulent continuer à travailler, se charger de sécuriser le cumul emploi-retraite et la transition, sous quel statut, quel niveau de rémunération, etc. Et puis bien évidemment, comme je vous le disais, vérifier la notification de retraite en vérifiant les montants qui
qui ont été attribuées et en s'occupant de contester en cas d'erreur. J'ai accéléré un peu sur la fin pour tenir le timing. Mais donc, du coup, voilà notre recommandation. S'il faut synthétiser, c'est que tout au long de votre vie professionnelle, vous n'oubliez pas de vérifier votre relevé de carrière parce que, comme vous l'avez vu, il y a des erreurs et nous, on en corrige constamment. Donc, vérifiez votre relevé de carrière, faire corriger les erreurs. À partir de 45-50 ans, commencez à se projeter un petit peu sur la fin de carrière et voir un peu toutes les hypothèses qu'on peut venir tester à travers un bilan retraite. Donc, les hypothèses de fin de carrière qu'on peut venir tester pour se donner un outil d'aide à la décision en termes de montant de rémunération à percevoir, en termes de statut, etc. Et pas oublier 6 mois avant votre date de départ, mais en réalité, ce serait même plus tôt, c'est vous faire accompagner pour la liquidation de vos droits, à moins que vous souhaitiez vous en occuper tout seul, effectivement. Mais là, dans ce cas-là, ça va être assez lourd comme démarche. En tout cas, il faut certain que durant ces 6 mois, vous ayez la bande passante, le temps dans le planning pour le réaliser. En tout cas, Axence, sur tous ces points, sur ces 3 points, est en capacité de vous accompagner, Axence Protection Sociale et Retraite, sous forme de mission. Et donc, pour faire appel à nous sur ces plans-là, en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que soit vous passez directement par votre comptable, expert comptable qui va nous mettre en relation, mais ça, c'est plutôt la bonne démarche parce que lui, ça lui permet aussi de calibrer, il vous connaît bien et de nous donner les bonnes informations sur votre situation. Ou alors, si vous avez des questions, des interrogations relatives et vous souhaitez une réponse, n'hésitez pas aussi à m'appeler. Je vous ai laissé mon numéro de téléphone ici, 06 14 71 15 62. Voilà, et bien écoutez, on peut garder un petit temps pour les questions, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou sinon, comme je disais, vous pouvez faire remonter vos questions, soit en m'appelant, soit directement à votre comptable ou expert comptable sur cette thématique qui nous mettra en relation. Alors, je vois qu'il y a une question de Monsieur Audouard, mais alors j'arrive pas à la consulter, ou alors qu'il a levé la main. Et du coup, j'arrive pas. J'arrive pas à la consulter. Ah. Il faut donc être agrégé en physique quantique pour gérer sa retraite. Oui, c'est pas mal. Et par contre, j'ai Monsieur Audouard qui lève la main, mais j'arrive pas à peut-être qu'il faut pas consulter. Je ne sais pas si vous arrivez à poser votre question dans le chat. Si cela vous convient, Monsieur Audouard, je vous propose il y a mon numéro de téléphone du coup sur la présentation, 06 14 71 15 62. N'hésitez pas peut-être. Ah, c'est bon, je vois. Comment peut-on récupérer des anciens bulletins? C'est bon, j'ai votre question. Comment peut-on récupérer des anciens bulletins de salaire si l'entreprise n'existe plus? Là, malheureusement, si vous ne les avez pas archivés, il n'y aura personne qui les aura conservés pour vous. Ça, c'est souvent des questions qu'on a. Et c'est vrai que c'est pour ça vraiment que j'insiste sur le fait tout au long de votre carrière d'archiver vos documents. Parce qu'on a essayé, il y en a beaucoup qui ont essayé d'en récupérer auprès d'anciennes entreprises, auprès de l'assurance maladie pour les indemnités journalières, auprès de Pôle emploi, France Travail pour les ACDIC, les indemnités chômage. À chaque fois, c'est des fins de non-retour sur ces sujets-là. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention.
Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez d'autres interrogations suite au webinaire. Merci, au revoir.